bonjour et bienvenue à Impact Pot. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Alors là je suis très content d'être là avec le seul de nous qui joue toujours. Alors c'est Amélie, aussi connu sur Amash. Comment tu vas mon cher Amélie? Ben écoute, ça va, je me suis bouffé du rugby, en veux-tu, en voilà tout le week-end, plein de demi-finales ce week-end. Ça a été un régal du côté des filles et des garçons et j'ai hâte qu'on en parle. Voilà, on va parler de tous ces matchs. Et si vous êtes nouveau à notre podcast, bienvenue. Pour la petite histoire, en fait, on est vraiment en podcast entre amis. Il y a aussi des potes qui ont joué, c'est un peu de base. Et donc, on a un petit peu d'expérience. On aime bien parler de ce sport qu'on adore. Donc, toi, tu as joué quand même cette année. Tu as joué à 2 niveaux. J'aimerais bien parler de ça rapidement parce que notre cher ami Théo, qui a joué Racing dans Pro D2, il a aussi joué à plusieurs niveaux. Toi, tu as joué dans 2 niveaux de fédéral cette année, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Ouais, le rugby féminin, c'est beaucoup plus réduit que chez les garçons, donc c'est même plus simple à suivre. Élite 1, Élite 2, et après Fédéral 1, Fédéral 2. Donc moi, Ok. au-dessus, on est en Fédéral 1, et on a une équipe réserve en Fédéral 2, où on est quelques-unes à avoir été donné un coup de main en cours de saison, et c'est toujours trop chouette. Ok, et qu'est-ce que tu as trouvé au niveau de la différence de jeu? Je suis curieux, parce que moi j'ai joué en foot américain, j'ai joué avec 3 niveaux de foot américain, il y avait que 3 à l'époque, je pense qu'il y en a 4 maintenant, et c'est vrai qu'il y avait un sacré niveau entre l'élite et les divisions 3, il y avait un sacré différence, et pour toi dans l'élite, est-ce que c'est un peu la même? Non, il y a un énorme gap qui se fait entre la Fédérale 2 et la Fédérale 1. Je le vois surtout sur l'engagement au niveau des joueuses. C'est beaucoup plus percutant. Et puis aussi sur la maîtrise des règles. On va avoir des joueuses qui vont être un peu filouses et avoir ce truc de jouer aussi avec ce que l'arbitre va donner comme indication avec sa gestuelle, chose que je trouve très très peu en Fédérale 2. Donc moi, je suis un peu filouse sur ce truc-là. Ouais, c'est marrant parce qu'en division 3 de foot américain, il y avait parfois des gars qui connaissaient à peine les règles, ils ont joué le jeu vidéo peut-être, donc les règles étaient un peu loin pour eux, donc c'était assez marrant à ce niveau-là. Écoute, la semaine dernière, tout le monde était content sur ce podcast parce qu'un ancien Racing et toi, tu as joué au Pink Rockets aussi, donc vous avez gagné la semaine dernière. Cette semaine, pas un peu moins quand même, on va parler de tous ces matchs-là, mais en même temps, le jour où on enregistre quand même, c'est une journée spéciale, c'est Father's Day, donc je souhaite un petit Happy Father's Day à tous les papas. Et aussi fête de la musique, donc je suis vraiment très content parce que j'ai pu aller sortir voir ma fille qui joue dans un groupe, tu vois, elle a 15 ans et elle joue de la basse dans un groupe de rock. C'était vraiment trop chouette, j'étais très très fier en tant que papa, c'était un bel cadeau de Father's Day, tu vois. Ouais, effectivement, on souhaite une bonne fête des pères à tous nos rugbyman et à certainement nos rugbywomen qui ont eu un petit mot pour leur conjoint ou leur propre papa. Et puis voilà, c'était un chouette week-end de rugby et ça va être sympa de débriefer sur tout ça. Oui, et en plus, il faut se dire qu'en 2 semaines, il y a un autre week-end de rugby très sympa aussi, c'est le Water Rugby, le Eden Park Water Rugby à Toulouse. Donc, en fait, c'est fait par notre pote Yann Deleg. Je me permets de le dire à un pote parce qu'il est passé 3 fois sur l'émission. Vous pouvez aller écouter épisode 100 et 157 aussi. Et aussi, elle a fait une préparation pour la dernière Coupe du Monde avec nous. Donc, vraiment un gars qui est super chouette. Donc, voilà, ça va être le 2 au 5 juillet à Porte de la Dorade à Toulouse. Tu as déjà fait un Water Rugby ou est-ce que ça va être peut-être cette année ta première fois? Et non, toujours pas. Alors c'est vraiment devenu un week-end emblématique ici, parce que c'est à Toulouse qu'on a eu première édition et forcément ça fédère énormément. Alors moi non, je suis pas une très grande amatrice de l'eau, je l'admets, mais j'ai ouï dire ce week-end en croisant ma fille qu'elle avait monté une équipe, donc ma fille y sera avec quelques copines, mais non, moi je passe mon tour avec grand plaisir. Mais très sympa à regarder. Ouais. Je vous invite à aller tous sur le site web aussi pour regarder qui va venir. Bien sûr, il y a des stars qui passent, il y a des équipes de potes, des équipes de société aussi. Donc, c'est un très, très bon week-end avec plein de musique et plein de rugby et plein d'eau aussi. On a besoin parce qu'il fait chaud, chaud, chaud. Bon, alors, allez, on va passer à nos matchs pour ce week-end. Premier match du week-end, en fait, c'est les France A contre, on va dire, les 15 de l'Angleterre. C'est à Vannes, stade de la Rabine, vendredi soir. Donc, des nouveaux têtes, mais des joueurs qu'on connaît aussi côté France, par exemple. Il y a quand même Le Garec, Poirot, Guillard, Moefana, Atisobé, De Portière. Donc, voilà, pas mal de monde qu'on connaît. Et c'est un peu la même chez les Anglais aussi. L'ordinateur, c'est Théodane. Il y a un Curry. Marcus Smith, on connaît bien. Et les capitaines George Ford avec je ne sais pas combien de caps qu'il a. Donc, voilà, un peu de connu mélangé avec du sang neuf sur les 2 équipes. Ce match démarre mal pour nous avec un essai ultra rapide. C'est 1 minute pour marquer pour les Anglais. Touche pour eux et après les arrières jouent. Et voilà, ça finit en essai pour Murley.
On revient tranquillement et prend le lead avec un essai de Deportière. On manque quelques opportunités pour aplatir dans le but, mais ça montre un petit peu de l'aisance qu'on a en attaque en ce moment. Arfa et Depot va marquer au milieu, jolie passe de Le Garec. Autour de 24 minutes, un temps fort pour les Anglais, mais le stade de Vannes est derrière ces Bleus et on arrive à échapper des tentatives british pendant 10 minutes. Les deux deuxième lignes, Stanforth, l'Australien avec son mulet, et aussi que Guillard, lyonnais, avec ses dreads, ils sont bien présents. Gazzotti aussi. Finalement, on les donne un essai juste avant le mi-temps pour Marcus Smith, 14-12 toujours pour nous pour le mi-temps. Deuxième mi-temps à 42 minutes. Les avants anglais ont l'air assez fluides, ballon en main, mais pas assez précis dans les passes. 45 minutes, bel ballon d'attaque pour nous. On sort de nos 22, les jolies passes qui suivent. Le Garec marque tranquillement pour finir l'action. Et 2 minutes plus tard, c'est la même chose, sauf que c'est Hastoy qui va finir. Bravo pour cette charnière. Tixteron, d'ailleurs, le nouveau troisième ligne, était important dans les deux actions d'attaque. 28-12 à 51 minutes. Et on se sent bien parce que tous les changements sont faits pour la France. On va voir si les finishers ont bien fait leur travail. Petit effrayeur avec un essai du 11 anglais, Callery, mais en avant. Le score va rester la même pendant presque 25 minutes. Les Anglais assez indisciplinés, on va dire en mêlée. Pour la France, il y a une belle opportunité à 70 minutes avec quelques poneys de touche molles. Mais dans les dernières 2 minutes, voilà, c'est grattage de montagne. Il joue vite pour Bois Barré qui mit les cannes. Et voilà, essai pour la France. Ojoma va aussi marquer un essai pour les Anglais à la sifflet finale. Le score, c'est 35-19. On peut dire que c'est un bel échauffement pour cet été. Ouais, alors en plus, on rappelle, les joueurs ont été convoqués, on rejoint Marcoussis dès lundi matin. Alors, ça peut être peu difficile pour certains de se remettre dans le bain parce que, comme à chaque année, en fait, le staff attend la fin des demi-finales, pardon, des barrages pour pouvoir faire les premières convocations et puis après étoffer l'équipe après les demi-finales. Mais finalement, on prolonge un peu la saison pour certains joueurs. Alors, c'est aussi l'occasion pour nous, grand public, de découvrir des joueurs avec le maillot bleu, chose qu'on n'a peut-être pas ou peu l'occasion, et puis aussi à ceux qui ont du mal à se faire une place un peu plus forte en équipe de France, essayer de démontrer que ils peuvent être des très très bons atouts, et ça fait déjà un moment qu'on le dit au pack de potes, on entre dans une dernière ligne droite Coupe du Monde qui n'est pas négligeable, donc ces matchs estivaux sont très importants. Donc oui, une première entrée en matière très très bien réussie. Le score est là et on peut que être fier, et puis avec un match à la Rabine, on sait tout l'engouement qu'a le peuple breton pour le rugby ces dernières saisons, et un stade qui a très largement soutenu l'équipe de France pour cette victoire. Ouais, ça, c'est certain. Écoute, ce qui est sympa, c'est qu'en ce moment, on bat les Anglais un peu partout, dans les U20, dans les Six Nations, dans on va dire, les France Bis. L'année dernière aussi, le France a gagné aussi. Donc voilà, c'est toujours encourageux et ça fait du bien de battre les Anglais. Allez, on va passer à des autres matchs. C'était vendredi soir encore aussi. Il y avait Racing contre Toulouse. Racing va marquer les premiers points, 3-0 à 2 minutes. Ça se lance bien pour le Racing, sauf qu'il y a quand même un Antoine Dupont sur l'autre équipe. Il commence une action sur les 40 mètres. Barassi, il galope, Dupont avec un petit coup de pied magique pour Teddy Thomas, 7-3. Et après, franchement, c'est une tornade avec un essai tous les 7 minutes. Crow va marquer au milieu, Meofou sur le côté gauche face à 4 mecs. Dupont encore avec un passe pour Teddy Thomas, mais essai refusé. Carton jaune contre Racing, ça va pas aider. Crow, il est solide. Willis aussi, c'est lui qui marque le prochain essai. Un autre carton jaune, c'est Toué Sauvin avec un plaquage haut. 35 minutes, il y a un essai qu'il faut vraiment regarder en slow motion. Dupont qui joue avec ses avants et c'est lui qui finit l'action à la fin. C'était quand même merveilleux. 38-3 pour le mi-temps et ça s'arrête pas. Deuxième mi-temps, Gorge à des cannes, il marque à 42 minutes. 44 minutes, un genre d'essai où tout le monde touche le ballon. Ça part de Dupont dans le 22. Romat, Willis, Gorge. Il y a 3 défendeurs sur lui et après c'est Lebel avec des appuis. Voilà, c'est du gros niveau. 52-3 à 46 minutes. Racing est vraiment sans espoir. Peut-on peut-être marquer l'essai pour sauver l'honneur? Oui, mais Toulouse est quand même is without mercy. C'est sans pitié. Essai pour Marchand. Il y a quand même 2 autres essais refusés côté Toulouse. 3e carton pour le Racing. Movaka, il va marquer le 9e essai. Et pour l'instant, en fait, c'est la plus grande victoire. Mais voilà, finalement, Racing va marquer 66-10. Et voilà, un petit échange de 2 essais encore. On va dire de 10 et 11 pour le match. Capuzzo et Max Spring qui va échanger des essais. Un score de ouf. Un palindrome, en fait, c'est 71-17.
Et voilà, waouh, on a pensé que c'était une belle équipe de Racing la semaine dernière, mais là, on peut dire que c'est vraiment une très belle équipe de Toulouse. Ouais, incroyable. Alors tout aussi que ton usage du mot palindrome, alors là tu m'as scotché. Je me suis dit, nous qui lui apprenons plein de nouvelles expressions toutes les semaines, il nous sort le mot palindrome. Waouh, Ticket, tu es devenu un vrai français. Ça, ça vient de Euh, ma femme, ça vient de ma femme quand même. tu prépares tes fiches avec elle, et ben tu pourras la remercier. Très jolie. Ouais, alors déjà un petit mot de la part de Théo parce que il n'est pas avec nous ce soir, mais il avait une pensée très forte pour nos auditeurs et qui nous dit que pour son analyse, Toulouse était très au-dessus du Racing, qui n'avait vraiment plus d'essence après l'incroyable saison qu'ils ont faite et que la place de premier est donc un vrai avantage, ce qui est toujours très juste sportivement. Moi, je rajouterais que il y a eu quand même beaucoup de critiques sur Toulouse. On les a pas annoncés perdants, mais on s'attendait peut-être à cette marche un peu trop haute, en disant que ça faisait un mois qu'ils n'avaient pas joué, etc. Et là, ça a déroulé de toutes parts, et c'était incroyable. Et le fameux essai dont tu parles, slow motion, je vois pas qui n'a pas pu le voir. Si vous traînez sur les réseaux depuis 48 heures, vous ne pouvez pas être passé à côté de cette vidéo où ça part d'une chistera à l'aveugle de la part de Dupont, et les avants se trouvent tous avant ou après contact. Il n'y a pas un seul joueur qui va au sol, et effectivement c'est Dupont qui est au finish sous les poteaux. Il a fait une copie quasi parfaite. Lui qui a été énormément critiqué ces dernières semaines, a montré le visage de Dupont que tout le monde adore. Ministre de l'Intérieur, diagonale sur les ailes, enfin, il a tout fait. Il a tout fait vendredi, et le Racing a été noyé. Sans parler du fait qu'ils se sont mis à la faute beaucoup trop souvent. Là, les cartons font très très mal, mais clairement, ils étaient mérités. Beaucoup d'indiscipline face à un Toulouse qui a été irréprochable. Ils ont été monstrueux en mêlée, ils ont été monstrueux en touche. Leurs propositions d'attaque devant, derrière sont incroyables. Le Racing a passé certainement l'une des pires soirées de toute son histoire. Et me demande si c'est pas pour ça que Théo n'est pas là avec nous ce soir. Peut-être qu'il voulait pas débriefer en live. Ah, Théo, sais je pas. On t'embrasse va très lui quand même fort. lui laisser la Heureusement que parole Paris a après. perdu aussi. Mais ouais, voilà, non, franchement, c'était du très 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 gros Toulouse, comme on adore voir. C'était monstrueux. Willis, qui a été monumental, capitaine vendredi soir au match, qui a été un exemple dans l'engagement, dans le leadership, dans tout, qui a été encensé par Mathis Lebel à la fin du match. Enfin, ça a été une régalade. Une régalade. Puis quand tu vois quel banc ils ont en plus qui rentre, enfin, Ce qui est incroyable aussi, je c'est vois pas que quelle solution pouvait apporter le Racing. j'adore ce Movaka aussi parce qu'il sort à 50 minutes et après il revient parce qu'il est tellement bon. En fait, il faut l'avoir sur le terrain, en fait, ce gars-là. Ouais, Toulouse Magique, et c'est marrant parce que je me souviens, j'ai parlé avec, je pense que c'est Didier Planin qui disait, on débriefait en fait le début de l'année, et je disais oui, Toulouse, est-ce que c'est bien? Et il dit, bah en fait, c'est juste de beau rugby, donc il faut profiter de ce beau rugby qui existe. Et ils arrivent à gagner dans ces finales, on peut dire, mais est-ce que c'est un des meilleures équipes de Toulouse qu'on ait en face de nous, quoi, tu vois? C'est rien intéressant. La semaine prochaine, bah, s'ils gagnent, j'aimerais bien ressortir les anciennes équipes. Il y a certains que moi, je ne vais pas connaître. Peut-être Théo va nous apprendre qui c'était. Mais parce que c'est quand même du très, très gros niveau. Là. Et j'aime bien, j'aime bien les dynasties. J'aime bien quand c'est bon. Et parce qu'au moins, c'est un plaisir de regarder, même si 71, c'était quand même un peu lourd pour les Ouais, pauvres c'est Racingman. dur. Franchement, c'est C'était dur. quand même dur. C'est humiliant pour les Racingmen, hein. Tu les voyais dépités sur le banc, les supporters à Marseille. Enfin, le 71-17 en demi-finale, c'est humiliant. C'est-à-dire qu'on dirait le premier du championnat contre le dernier qui essaye de sauver sa peau en top 14. C'est improbable un score pareil. Et en même temps, Toulouse nous l'avait déjà offerte en finale contre Bordeaux. Donc on s'étonne qu'à moitié que Toulouse soit capable de foutre une rouste pareille à une équipe, y compris en demi-finale ou en finale. Finalement, on avait déjà été habitué.
Ouais, après, une plutôt bonne saison de Racing aussi, où que ça commence à geler, où ça commence à bien fonctionner ensemble. Ce qui est fou, ce qui est mauvais signe aussi, c'est que quand dans l'équipe et tu lis, ah bah tiens, il y avait 5 ou 6 joueurs en gras pour Toulouse. D'ailleurs, il y a un peu plus, il y a 7. Et sur le côté Racing, il n'y avait aucun, donc aucun qui a brillé un tout petit peu, en fait, face à ce monstre qui est Toulouse. Donc voilà. Allez, on va passer à l'autre match. C'est Stade Français contre Montpellier. Complètement opposé. Dans le tunnel, c'est silence complet. Beaucoup de concentration dans ce début de match. Même la foule est complètement calme, peut-être après ce soir de la jour d'avant. Quelques erreurs par les Roses. Le numéro 12, bleu, avec un refus sur Ward. Il a fait un super match. Lio Barré avec de l'espace, 3 à 6 minutes. La touche ne fonctionne pas très bien pour les Parisiens, mais la défense tient. Hop, j'ai parlé trop vite. Bel essai par le 15 Tom Banks, qui était bien servi par son 10 à 3. Stade Français s'est réveillé, 2 essais en 3 minutes, Carbarlo et ensuite l'allière avec des dreads roses d'Akuwaka, 10 à 15 car Carbonel a loupé une transformation. Montpellier va prendre des points quand c'est possible et donc voilà, ils vont reprendre la lead, 16 à 15. Les deux équipes sont assez égales. Paris a des opportunités sur les extérieurs quand même. Carton jaune par le pilier rose, ça va être peut-être capital. Le match bouge très lentement quand même, 7 minutes sans rien. Le mi-temps va et vient doucement. Le public toujours assez silencieux. Seulement, l'arbitre me semble un peu énervé, lui. 22 à 15 à 52 minutes pour Montpellier. Montpellier commence à doucement étrangler ce match. Il faut un peu de panache côté rose, mais Lio Barré se retrouve un peu coincé. Les annonceurs n'arrêtent pas de nous donner des stats sur pourquoi Montpellier est bon. Et quand même, ils sont bons en mêlée, ils sont bons en touche, mais sur le terrain, c'est pas le champagne rugby. Et voilà un essai pour les Roses. C'est Joe Merchant qui chasse un ballon de 80 mètres, mais Taufona est apparemment bien rentré en défense. FC refusé, un peu doutable. Il me semble que l'arbitre vidéo et l'arbitre principal ne s'aiment pas trop. Il reste quand même 14 minutes pour le Stade Français. Et finalement, un peu d'énergie. Taufona qui va faire une belle percée de 50 mètres, mais interception par les Roses. Montpellier est juste trop costaud pour perdre ce match. Gros mêlée, pénalité, 25 à 15. Voilà, Montpellier va être en finale. Ouais, alors franchement, je te cache pas que je suis ultra déçue, hein. J'étais au resto et je regardais le match en même temps sur téléphone. Absolument pas agréable pour les copines. Mais voilà, c'était impossible de pas regarder cette demi-finale. Je sais pas si c'était l'enjeu qui était trop fort parce que ben, c'est la deuxième, troisième demi-finale en 4 ans perdue par Paris, qui arrive plus à atteindre ce cap de la finale. Et puis beaucoup trop de fautes. Au final, il y a un essai pour Montpellier, 2 du côté du stade, beaucoup de fautes. On leur donne des pénalités très bien placées que le buteur montpellierien a réussi à passer, quand en même temps Carbonel se trouve un peu sur les siennes. Et puis, le tournant qu'aurait dû avoir lieu à la 65e, la décision arbitrale, elle est extrêmement dure. Tu le vois, le joueur, il arrive, le Parisien est le premier à se jeter sur le ballon. Dans la course, la glissade, il rentre dans l'embut. À quel moment le mec a le temps de repasser son bras en dessous? Donc oui, il n'y a pas d'image nette, mais franchement, l'action de départ, ça ne peut pas être autrement que le Parisien qui rentre le ballon dans l'embut et qui marque. Donc j'ai trouvé ça extrêmement dur comme décision arbitrale parce que clairement, 22-22 à la 65e, ça te change toute une physionomie de match. Et puis bah après tu rentres dans le money time où tu cours après le temps et puis les petites imprécisions parce que t'es plutôt lucide sur ce temps qui s'écoule et puis voilà, et on a même failli en prendre un autre de plus, hein, cette interception on est à 3 mètres de l'embut, qui permet un peu de souffler. Et puis voilà, trop de réactions trop tard et j'ai pas du tout retrouvé les Parisiens qu'on a vus la semaine dernière qui déroulaient de partout. L'enjeu, je sais pas, des Montpelliérains, peut-être un peu plus frais. On avait dit que la semaine dernière, les Parisiens, c'était pas trop fatigués, hein. Quand tu gagnes 45-5 en barrage, a priori, t'as pas non plus fait le match physique de ta saison. Et voilà, une dernière marche un peu trop haute pour Paris, et ouais, décevant. Donc au moins, ça fait statu quo entre Théo et moi.
Pas d'équipe C'est francilienne c'est en dommage. finale. J'avais pensé avoir au minimum un des deux équipes parisiennes. Oui, oui. Et en plus, moi, j'ai pensé ça beau, tu vois, les sodas roses contre de Ville de Rose, ça peut être pas mal, tu vois. Mm, Mais bon, là, et en fait, je trouvais que Montpellier, sans être méchant, mais sur le terrain, c'était quoi? C'était des Anglais, en fait. J'avais ouais. l'impression, tu vois, c'était pas super joli à regarder. Bon, ils gagnaient, ils étaient forcément plus forts. Je pense que Naughty a fait un bon match, mais j'avais un peu de mal à apprécier leur jeu moi-même. Et en fait, dans ma mémoire, qui a bien joué, peut-être le 15, peut-être le 12. Mais voilà, c'est pas une équipe où je connais très bien les joueurs et c'est pas une équipe que je suis. Donc, ils sont en finale, bah, bravo à eux. Mais j'aurais bien aimé un peu les roses quand même, il faut dire. C'est Ouais, ouais. Bon, écoute. parce que je te connais et parce que j'ai envie que ton équipe gagne aussi. Il y a ça. Ce sera une finale 100% occitane et évidemment mon cœur sera rouge et noir samedi soir. On va rester chauvine et local. Et de toute façon, je pense que Toulouse est intouchable cette année encore. Bah, tu dis Et ce serait Toulouse. une bonne occasion d'aller faire la fête. Oui, oui, non, moi je mise sur Toulouse samedi soir. Mais comme ça, voilà, ça fera une belle fête à la place du Capitole la semaine prochaine. C'est Ouais, je toujours un pense. moment de grâce à aller vivre. Les Toulousains le savent très très bien. Très bien, très bien. Bah écoute, tu dis Toulouse toujours performant, mais là on va voir en Elite 1, peut-être c'était un peu moins le cas. Est-ce que tu peux nous Ouais. parler des deux demi-finales, s'il te plaît, dans la Elite 1? Et oui, on était en décalé sur cette élite par rapport à tous les autres championnats féminins. Et on était calé, en fait, pour la première fois sur les garçons. Donc, il y avait lieu les deux demi-finales qu'on avait présentées la semaine dernière. Toulouse-Bordeaux à Ernest-Vallon et Clermont recevait Blagnac à Michelin. Donc, les meilleurs classés avaient l'honneur de recevoir leur demi. Et donc, j'étais au stade à Ernest-Vallon samedi après-midi pour Toulouse-Bordeaux avec une plotée d'internationales sur le terrain et ça c'était chouette à voir. Énormément d'ambiance aussi à Ernest Vallon et puis voilà, les deux équipes se sont courues au score hein, pendant tout le match. Toulouse a été devant à chaque fois, mais vite rattrapé, marqué un essai et Bordeaux répondait assez rapidement. Toulouse a pas su profiter des deux cartons jaunes de Bordeaux. Ils ont eu 20 minutes en tout dans le match avec en étant à 15 contre 14 et avec très peu de points marqués sur ces 20 minutes. Et le rugby étant très cruel, il y a eu, alors que le score est de 25 à 22, Bordeaux a mis un essai à la 78e et là ça a été la course contre la montre pour les Toulousaines qui n'ont pas réussi à changer le scénario cruel de cette première demi-finale. Donc c'est Bordeaux qui le remporte sur le score de 25 à 27 et elles joueront leur quatrième finale consécutive et elles essaieront de garder leur titre de championne de France qu'elles ont déjà depuis 3 finales. Donc on va voir si Bordeaux est capable d'aller chercher ce quatrième titre d'affilée. Voilà, et tu disais beaucoup de joueuses de l'équipe de France. Moi, j'ai compté environ 9-10 sur le terrain entre les deux équipes. Donc, vraiment, c'est du très bon niveau. Ouais, ouais, c'était vraiment, il y avait de très très belles actions. Alors le match n'était pas retransmis aux grandes dames de tous ceux qui Ouais, voulaient le voir. Il y a c'est pas tout le mal monde de sur les petites réseaux, ouais. vidéos Exactement, sur les réseaux, vous pouvez voir des petites vidéos, notamment sur la page Elite 1. Mais le match n'était pas retransmis, en tout cas vous avez les essais qui sont mis, vous avez vraiment de belles actions. Et voilà, donc toujours cruel hein, de terminer sur cette dernière marche, sachant que dans les deux équipes, il y avait des au revoir, pas mal de filles qui quittent les clubs ou qui arrêtent le rugby, et notamment Jennifer Cross, femme de Cross. Donc on avait le couple demi-finaliste ce week-end et il n'y en aura qu'un seul qui ira en finale la semaine prochaine. De ce que j'avais vu, en fait, les maillots étaient assez similaires aussi. C'était pas dur parce qu'il y avait genre Bordeaux contre Rouge, en fait. Donc, c'était pas trop dur sur le terrain de voir les différences entre les deux. Non, 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 franchement, non, non, honnêtement, dans le stade, aucun souci. Voilà. Après, voilà, chaleur écrasante, évidemment, mais par water break aussi chez les filles. Et non, non, c'était vraiment un très, très beau match et avec un suspense jusqu'au bout, quoi. L'essai de Bordeaux à la 78e a fait perdre 20 degrés à Ernest Vallon, donc c'était, voilà, douche froide d'un coup, ouais.
J'ai vu que sur les réseaux, tu nous as fait un petit story avec toute la famille, donc je te remercie. Ça avait l'air sympa pour les enfants d'aller voir le match aussi avec maman. Allez, passons à la Exactement. prochaine. Clermont-Blagnac, s'il te plaît. Ouais, on a eu la chance par contre de le voir en ligne puisque les journalistes de la montagne ont fait un live cet après-midi, donc j'ai pu regarder le match depuis mon canapé. C'était une véritable montagne à double tranchant hein, pour Blagnac de se déplacer en Auvergne et d'affronter Clermont qui les avait battus à 2 reprises. Hein. Il y a eu un 33-0 et un 31-3 cette saison régulière. Donc c'était très très compliqué pour Blagnac, mais on a senti que voilà, cette demi-finale allait être un autre match. Et d'ailleurs c'était le retour aussi des internationales à 7. Alors c'est pas compliqué hein, sur la ligne de 3 quarts, de 12 à 15, il n'y avait que des internationales à 7 et à 15. La première ligne a été composée des internationales de part et d'autre. Donc on avait quand même du très très lourd. Et d'ailleurs, bizarrement, Blagnac a été très très forte. J'étais très étonnée, agréablement surprise de les voir aussi monstrueuses en mêlée, sachant qu'en face, il y avait la première ligne de l'équipe de France avec Kalfaoui, Brosso et je n'ai plus le nom de la talonneuse clermontoise qui était capitaine ce jour. Voilà, sauf que bah, Clermont, beaucoup plus lucide, a très rapidement marqué, hein, troisième minute. Blagnac a essayé de maintenir un peu le score et de s'accrocher, donc il y a eu pas trop d'écart. On a eu une Emma Le Chardois, qui est numéro 9 de Blagnac, monstrueuse cet après-midi. Et je me suis même posé la question, parce que cette petite mériterait bien de faire quelques stages en équipe de France, puisque sur les 23 points qu'a mis Blagnac, 18 ont été passés par elle. Elle a mis 2 essais et elle a passé ses transformations et pénalités. Malheureusement, voilà, le Romagna était beaucoup plus lucide sur ses temps de jeu, sur départ de mêlée, sur des touches contrées et le score est malheureusement sans appel, 37-23. Il n'y a pas eu trop de suspense parce que ce score-là est resté bloqué assez rapidement en fin de match. Et voilà, donc on va retrouver la finale Bordeaux-ASM, celle d'il y a 2 ans, et on va voir si les Clermontoises vont enfin faire chuter les Bordelaises de leur piédestal. Bah, c'est intéressant parce que finalement, il y a pas de Toulouse ou Blagnac, il n'y a pas de Sud dans les finales rugby féminin. C'est intéressant quand même. Ouais, ça te montre une tendance hein, chez les féminines, t'as vraiment eu des périodes où tu avais des clubs comme ça qui dominaient. Alors il y a 15 ans, moi quand je suis arrivée à Toulouse, c'était Lille. Lille était monstrueux. Les filles gagnaient tout le temps, que ce soit en Coupe de France ou le championnat. Tu as eu la grosse période de Montpellier avec Safi Ndiaye, avec les jumelles ménagées quand elles y étaient. Et puis ça a un peu changé la donne, un coup Toulouse, un coup Romagna, et puis là depuis 3 ans, c'est Bordeaux qui mène la barque, et Bordeaux qui au départ est pas forcément un club, enfin qui émerge, hein. C'est très très récent l'émergence de Bordeaux parce que aussi le club a mis les moyens, il y a énormément d'internationales, beaucoup de filles ont migré là-bas. Axel Berthoumieux qui marque un essai cet après-midi qui s'est rendu célèbre pour sa morsure en Coupe du Monde et qui est parti de Blagnac hein, l'année dernière, là cette saison, pour rejoindre Bordeaux. Ilana Brosso et Kalfaoui qui sont partis à Clermont cette année ont annoncé hein, cette semaine dans la presse qu'elles revenaient à Bordeaux. Donc voilà, Bordeaux est le nouveau club phare du rugby féminin. Et puis bah voilà, ça changera peut-être jusqu'à ce que d'autres clubs y mettent les moyens. On notera quand même que ça fait quelques saisons qu'on a que ces 4 clubs-là qui vont en demi-finale. Donc on Ok. a d'autres clubs qui ont du mal à accrocher ce Mais, wagon de tête. mais question, parce que c'était pas à Bordeaux qu'ils ont perdu le coach qui allait pour l'équipe de France, il me semble. Si, c'est tout à fait, qui est Oui, donc parti c'est là plutôt en bon janvier, signe. ouais. Mais plutôt Tout bon à signe fait. qu'il perd le coach et il peut réussir quand même à aller en finale. Donc bravo à elle. Exactement. Ouais, la passation s'est très très bien passée à Bordeaux et je pense que ça avait été pleinement réfléchi. Mais oui, tout à fait. Il a fait son dernier match avec l'équipe en décembre et pour prendre ses fonctions au 1er janvier comme manager de l'équipe de France. Mais voilà, une passation qui s'est faite sans problème et les filles ont parfaitement
mener. Voilà, elles n'ont pas su sur cette demi-finale typiquement prendre l'eau et elles ont su rester lucides. C'était très engagé, hein. Des deux cartons, ils étaient Mérine et Nassir Al-Koundé s'en est pris un. C'était tendu, hein. On a failli avoir une petite générale. Enfin, c'était du beau rugby, quoi. Du beau rugby comme on aime. Très bien. Bah écoute, je propose qu'on part de la liste de 39, hein, parce qu'on a des matchs pour les hommes cet été. Je propose qu'on parte de ça la semaine prochaine, parce que ça vient de tomber ce matin. Peut-être on prend un peu de temps pour regarder tout ça, mais bonne nouvelle, il y a Damien Penaud qui est dans le lot. Donc je pense que tout le monde est content à ce niveau-là. Donc voilà, sinon, juste rapidement, un peu autre mer, bah là c'est le final aujourd'hui même, là, pendant qu'on enregistre le dimanche. Il y aura le MLR, the Chicago Hounds against the California Legion. Qui va se jouer, donc on verra le résultat de ça. Et sinon, quand même, il y avait le Premiership Rugby, il y avait Northampton contre Exeter Chiefs, Northampton toujours en vert avec des rayures et les Chiefs en blanc. Et voilà, c'était des essais en 2 minutes par Freeman de Northampton. Freeman qui va faire une erreur tout de suite après, qui va permettre à Exeter à marquer 7 minutes plus tard. Voilà, donc voilà, c'est un essai chacun avant le mi-temps. Exeter va quand même prendre le lead à 50 minutes, mais il y a 2 essais par l'ailier Hindi qui a mis Northampton à l'abri. Et voilà, maintenant ils sont champions de Premiership à 26-17. Et voilà, c'est le jeune Pollock, le blondinet, hein, qu'on aime bien. Ça fait 2 matchs à la suite. Je pense qu'il est l'homme de match. Très, très bon match. Et voilà, et aussi Coles de deuxième ligne de l'Angleterre. Donc voilà, on voit une équipe de Northampton qui prend bien sa place en ce moment. Voilà, on a parlé de tous ces super épisodes. Merci beaucoup, Amalie. Est-ce que tu as d'autres choses? Bah, on peut que vous souhaiter de belles finales. Moi, côté féminin, la finale aura lieu donc dimanche à 18h à Aguilera, à Biarritz. Si vous êtes en petit week-end dans le coin, bah, n'hésitez pas à aller voir le match parce que ça va être une très très belle finale. Et si jamais vous n'êtes pas du côté de Biarritz, la finale est diffusée sur Canal+. Je vous invite à aller regarder exactement, à aller voir cette finale d'Élite 1 pour savoir si ce sera le 4e sacre d'affilée de Bordeaux ou si Clermont va réussir à ramener le bouclier en Auvergne. Et puis évidemment la finale des garçons, mais nous on aura tout le temps de débriefer ça la semaine prochaine. Et en attendant, n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux YouTube, Insta et puis Facebook. Bah écoute, bien dit, et à la semaine prochaine, Amalie. À la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye bye. Ciao tout le monde.